Merci beaucoup et bienvenue à tous donc à cette session d'échange webinaire portant sur le bilan du sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu les 17 et 18 février dernier. Ce sommet avait pour vocation notamment de mettre les bases d'une refondation du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il s'est achevé notamment par une déclaration commune des chefs d'État africains et des chefs d'État et de gouvernement, donc membres de l'Union européenne, une vision commune pour 2030, mais également par le lancement d'un paquet d'investissements très important, conséquent, de 150 milliards d'euros. Cet événement ici vise un petit peu à faire le bilan de ce sommet, notamment en revenant un petit peu sur l'historique des relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, à voir quels sont les nouveaux enjeux de cette relation et les modalités qui ont été proposées pour refonder ce partenariat sur de nouvelles bases. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les conséquences concrètes de cette refondation? Telles sont les questions qu'on va essayer de se poser ici dans ce cadre de cet échange relativement court, puisque nous avons plus ou moins 1 heure de temps devant nous. Quelques précisions sur l'organisation. Nous allons d'abord avoir une session d'échange entre nos 3 panélistes que je vais présenter dans un instant. Et par la suite, nous aurons une session de questions-réponses qui sera animée par mon collègue Florent Parmentier du Cercle Europe. Donc, avant d'oublier, moi-même, je me présente. Je suis Johanna Gaudré-Cabarro. Je suis membre du Cercle Europe de Sciences Po à l'UMI, donc l'association des anciens élèves de Sciences Po qui sont actifs dans le cadre des politiques européennes. Je suis également conseillère au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France, ainsi que mon collègue Jérôme Brunet-Possenti, qui interviendra tout à l'heure. Voilà, juste pour la bonne marche et organisation de ce webinaire, on vous demandera donc de couper vos micros et de soumettre en fait vos questions par écrit dans le chat pour que mon collègue Florent puisse les trier et les soumettre à nos 3 intervenants par la suite, une fois que notre session, notre première session d'échange sera terminée. Merci beaucoup. Je remercie déjà bien sûr le Cercle Europe, notre président Franck Goëri et mes collègues ici présents, donc Florent Parmentier pour l'aide, pour l'organisation de ce séminaire, ainsi que Alessandra Martinez. Et je voudrais également remercier donc nos 3 panélistes qui sont là ce soir et qui vont pouvoir nous présenter en fait les regards croisés, les perceptions européennes, africaine et française de ces enjeux de cette nouvelle relation voilà, entre l'Union européenne et l'Afrique. Rapidement, je vais vous présenter donc, nos 3 panélistes. D'abord, Madame Francesca Di Mauro. Je remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'être présente avec nous. Madame Di Mauro est directrice adjointe de la direction Afrique dans la direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne. Elle est également chef d'unité pour l'Afrique de l'Ouest. Elle a été précédemment pendant 5 ans chef d'unité pour l'Afrique centrale. Elle a également eu plusieurs postes en Afrique, notamment en Zambie et au Mozambique. Et elle a traité un certain nombre de sujets divers et transversaux en lien avec différents secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie, les secteurs sociaux, ainsi que le développement économique. Nous avons également avec nous le docteur Christian Pout, qui est ministre
plénipotentiaire du corps des diplomates du Cameroun, mais également président du CIDS, le Centre africain d'études économiques, stratégiques internationales et diplomatiques. Donc, un think tank qui a été créé il y a une dizaine d'années au Cameroun, qui commence à faire référence en Afrique. Le Dr Pout est également maître de conférence à l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, et directeur du séminaire de géopolitique africaine à l'Université catholique, à l'Institut catholique de Paris. Voilà, et enfin, nous avons avec nous notre troisième panéliste, donc Jérôme Brunet-Pocenti, qui est conseiller des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Jérôme, pour ta présence au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France. Il est notamment chargé en tant que tel de l'organisation des sommets internationaux, mais également des enjeux transversaux dans une équipe qui est placée auprès du directeur général de la mondialisation au sein du MAE. Merci beaucoup à nos trois panélistes d'être présents. Et si cela vous convient, je vais commencer donc notre session d'échange avec deux questions pour Madame Di Mauro. Donc, notre première question porte plus globalement sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. C'est vrai que l'Union européenne et l'Union africaine ont des relations de longue date. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur cet historique de ces relations, nous présenter ces enjeux par rapport à la vision donc, du côté européen et de manière générale, quel bilan pouvez-vous faire de cette relation jusque-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna, et bonsoir à tous. Et d'abord, merci pour l'invitation. C'est pour ce webinaire nocturne, mais c'est très agréable de voir quand même qu'il y a pas mal de participants. Donc, oui, alors, relation absolument, oui, de longue date. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, l'Union européenne et Afrique, avec aussi les pays des Caraïbes et Pacifiques, donc les fameux ACP, voilà, depuis 45 ans, en fait, que nous avons commencé des conventions avec la Convention de Lomé, qui était la toute première convention, qui a un petit peu essayé de structurer cette relation, qui évidemment venait un petit peu de l'héritage post-indépendance, post-colonial, mais qui essayait justement d'approfondir la relation et qui était essentiellement basée sur un volet, je dirais, commercial, donc de donner l'accès aux biens un petit peu en fait primaires, les biens primaires des pays africains vers le marché européen, mais aussi un volet, disons, d'aide au développement. Disons que je dirais que c'était assez fortement l'accent était mis sur ces deux volets. Bon, comme vous savez, toutes ces conventions, elles expiraient régulièrement, elles ont été régulièrement mises à jour. Donc, la toute dernière, qui est celle qui est encore en vigueur, c'est le fameux accord de Cotonou, donc, qui est expiré depuis 2020, mais nous avons évidemment négocié un nouvel accord que pour le moment, on appelle toujours post-Cotonou. Et peut-être dire que sous le Cotonou, c'était quand même beaucoup plus fortement, disons, mis en valeur le volet politique, donc de dialogue politique. Donc le volet est toujours commercial, avec une plus forte volonté de aussi aider à l'intégration économique des pays africains, via même notre propre intégration commerciale avec eux, le volet développement, donc d'aide au développement, et le volet politique avec toute la dimension donc, de dialogue politique, le fameux article 8, qui devrait se faire régulièrement dans chaque pays. Bon, après, je pense que ce qui a un petit peu fait évoluer aussi notre vision et nos relations, c'est évidemment l'entrée en jeu de nouveaux acteurs en Afrique, qui pourraient être dits nouveaux, comme la Chine, la Russie et d'autres, mais en fait qui étaient peut-être des acteurs qui étaient présents dans le passé, mais qui, voilà, c'est un peu une réentrée en jeu de certains acteurs et qui, évidemment, donnent aussi à l'Afrique, aux pays africains, d'autres options,
d'engagement, d'autres options, d'autres instruments, d'autres opportunités, mais voilà, donc vis-à-vis desquelles je pense que l'Union européenne, enfin l'Europe ensemble, nous et les États membres, se sont rendus compte que voilà, il fallait peut-être regarder à nouveau comment, en tout cas, garder un rôle prépondérant en Afrique. Et ça, c'est aussi dû au fait, je pense, au fait que si on regarde les chiffres, les simples chiffres, en termes de commerce, d'investissement ou d'aide au développement, quand même, l'Union européenne, avec ses États membres, reste le premier partenaire. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait toujours clair. On parle beaucoup de la Chine comme premier partenaire, mais en fait, quand on met ensemble tous les pays européens, on reste le premier partenaire. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on parle 2020, on est à 235 milliards de commerce avec l'Afrique, l'Union européenne et évidemment les États membres, tandis que la Chine, c'est plutôt 45. Donc voilà, mais dans l'imaginaire, on a toujours cette idée que la Chine est très importante. Même chose pour les investissements directs. L'Union européenne est à 240 milliards d'euros, tandis que la Chine, elle est plutôt à 40. Donc voilà, mais il y a toujours à nouveau cette idée. Donc, l'évolution de ça, je pense que c'est faite encore plus avec les derniers traités, mais peut-être la mise en avant de ce que nous avons dans le traité. Donc, clairement, dans le traité, il y a la contribution, le fait que l'action extérieure elle doit contribuer à la réduction de la pauvreté, et donc, clairement, le continent africain dans lequel les dimensions quand même pauvreté est très prépondérante. Donc, c'était ça un peu le but de toutes les autres conventions. Mais de plus en plus, on met en avant une autre partie du traité qui parle en fait de la promotion dans l'action extérieure, de la promotion de nos valeurs et de nos intérêts. Et donc, c'est disons, cette combinaison des deux qui fait que nous voyons, en fait, nous commençons vraiment à voir dans l'Afrique l'idée d'un partenariat qui puisse être beaucoup plus gagnant-gagnant, dans lequel les opportunités économiques de l'Afrique doivent évidemment être, disons, nourries et appuyées afin que des deux côtés, on puisse avoir des intérêts et voilà, des opportunités qui peuvent s'être développées en développement, en investissement, en commerce. Alors, c'est clair que l'aide au développement, elle peut aider à débloquer et à favoriser certains de ces développements, mais c'est clair aussi que ce sera beaucoup le secteur privé qui doit avoir un rôle prépondérant. Donc, c'est un peu ce shift, je dirais, qu'on a de plus en plus vu. Peut-être aussi dire, même dans ma propre direction générale, qui s'appelait jusqu'à la fin 2020 la DG Coopération et Développement. Voilà, notre nouveau nom, c'est la Direction générale aux partenariats internationaux. Je veux juste faire remarquer, ce n'est pas anodin, c'est quand même un changement un petit peu de paradigme de parler de partenariat vis-à-vis ces pays. Donc voilà, je peux encore élaborer, mais peut-être que comme vous voulez. Merci beaucoup, Madame Dimao. Et en quoi, selon vous, donc ce sommet va-t-il changer la donne dans cette relation? Quelle avancée concrète va-t-il permettre du point de vue de l'Union européenne? Oui. Alors, évidemment, le sommet, c'est un moment, un instant T où le 17-18 février passé, nous avons fait le sommet. Mais il ne faut pas penser que le sommet, c'est juste ce moment-là. Donc, nous, en tant qu'Union européenne, Commission européenne, nous nous sommes préparés à ce sommet qui, en fait, devait avoir lieu déjà il y a 2 ans, donc après le Covid est arrivé. Avec une communication donc, qui est accessible, hein, qui a été adoptée par la Commission en mars 2020 et qui est donc la fameuse, disons, communication sur la stratégie Afrique, sur une stratégie comprehensive en anglais, donc compréhensive, non pas vraiment, mais enfin globale vis-à-vis de l'Afrique. Donc, c'est cette communication qui mettait un petit peu sur la table, un petit peu les priorités de l'Union européenne vis-à-vis l'Afrique. Et il faut vraiment voir aussi, disons, le concept aussi de la commission géopolitique, de dire qu'il y a toute une série de politiques intérieures de l'Union européenne que nous voulons exporter vers l'extérieur. Et clairement, donc, ces mêmes priorités, elles doivent irradier et voilà, se développer à l'extérieur aussi. Alors, très clairement, tout ce qui est attrait au pacte vert, ce qu'on appelle le pacte vert, donc évidemment que le défi climatique, c'est le défi auquel nous sommes tous confrontés.
Et donc, tout ce qui est autour du changement climatique, de l'action climatique est une grosse priorité. L'autre, c'est la transformation digitale, qui est aussi un peu au cœur de la double transition que nous voulons faire en Europe, et nous voyons vraiment les bénéfices que ça pourrait avoir même en Afrique. Tout ce qui est lié à la croissance inclusive et qui crée de l'emploi, parce que c'est clair que, disons qu'en Afrique, et là ce serait intéressant d'écouter le professeur, le docteur Pout, on parle beaucoup de diversification, mais aussi de transformation économique. Donc, ce n'est pas simplement l'exportation des biens, disons, de base, mais il faut une transformation. Mais pour ça, il faut aussi une certaine connaissance et une certaine, comment dire, skills par rapport à la force de travail et qui doivent être formés d'une certaine manière. Après, tout ce qui est paix, sécurité, gouvernance, qui reste quand même un élément primordial et on le voit bien. Bon, je m'occupe d'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas vous parler de tous les coups d'État que j'ai observés pendant un an, moi, ma première année. Et évidemment, un thème qui est quand même assez cher aux Européens, mais qu'il faut trouver des points d'entente, c'est tout ce qui est autour de la migration et la mobilité. Donc, disons, nous avons un peu mis sur la table nos propres priorités, mais évidemment avec l'idée qu'on veut écouter du côté des Africains comment eux, ils voient ces mêmes priorités. Il peut y avoir des angles d'entrée différents, mais voilà, donc quand on parle par exemple d'action climatique, c'est clair que du côté africain, on entend beaucoup parler, oui, d'accord, mais quid de la transition climatique que nous devons faire et comment on peut nous appuyer, et aussi d'une transition qui soit juste, qui soit inclusive, etc. Sur la digitalisation, même chose, il y a beaucoup de débats autour de la gouvernance de cette digitalisation et donc aussi de la propriété de certaines de ces données qui seraient digitalisées. Alors évidemment, donc, tout ça est arrivé le Covid et donc il y a eu beaucoup plus de discussions autour de la capacité, par exemple, en Afrique de pouvoir créer sa propre souveraineté sanitaire. Et je pense on va en revenir tout à l'heure, mais c'est clair que c'est un élément qui est très, très fort dans l'esprit des Africains et c'est quelque chose que nous voulons absolument aussi appuyer. Donc, c'est avec ça que nous sommes entrés, disons, au sommet. Avec cette idée d'avoir aussi un sommet beaucoup plus agile, avec des discussions beaucoup plus ouvertes. Et donc, c'est pour ça que nous n'avons pas eu du tout cette liste de déclarations l'une après l'autre, mais avec des tables rondes. Donc, on peut imaginer que pendant le 17-18 février passé, les présidents des des deux continents se sont assis autour de tables et de discuter autour de création d'emplois, qu'est-ce qu'on veut dire par là, quels sont les secteurs clés, la connectivité, les transports, l'énergie, la digitalisation, et puis évidemment avec le nouveau Global Gateway qui a été donc la nouvelle initiative qui a aussi imprégné complètement le sommet. Mais bon, je suis sûre qu'on va revenir aussi sur beaucoup de ces thèmes. Merci. Merci beaucoup, Madame Di Mauro. Et du coup, comme vous l'avez si justement dit, c'est important aussi d'avoir justement la perception africaine de ces enjeux, qu'est-ce qui compte donc pour le continent africain. Du coup, je me tourne vers le docteur Christian Pout. Quelle est la perception des grands enjeux de la relation avec l'Union européenne du point de vue de l'Union africaine? Comment est-ce que ces enjeux ont pu justement changer historiquement et comment est-ce que justement cette relation a été impactée notamment par la crise liée à la récente pandémie du Covid-19? Merci beaucoup. Merci Madame la modératrice, chère Johanna. Je voudrais évidemment remercier d'entrée de jeu le Cercle Europe de Sciences Po d'avoir bien voulu m'associer à cette réflexion. Naturellement, je ne parle pas au nom de l'Union africaine, je m'exprime en tant qu'Africain, personne investie simplement de sa propre autorité, mais en tout cas quelqu'un qui est curieux de l'évolution des relations internationales. Et à ce titre-là, je voudrais évidemment rappeler que lorsqu'on parle de la relation entre Union européenne et Union africaine, il y a 4 mots qui viennent comme ça spontanément pour moi. Ces mots, c'est les mots de mémoire, les mots d'histoire également, les mots de devoir et puis le mot d'espoir. Mémoire, pourquoi? Parce que c'est une relation, comme l'a dit Madame Di Mauro, qui
qui est très ancienne, c'est une relation qui est historique, c'est une relation qui est profonde, c'est une relation qui est aujourd'hui inscrite dans l'ADN de chacune de ces entités et des populations qui les composent. C'est également en termes d'histoire aussi, une histoire qui est commune parce qu'il y a une telle proximité sur le plan géographique entre les deux continents que finalement, les problèmes qui se posent de part et d'autre impactent également chacune des frontières en termes de région. Et puis en termes d'espoir aussi, je pense que ce sommet qui vient de se dérouler à Bruxelles incarne cette dimension de l'espoir. L'espoir de construire un partenariat commun, l'espoir de construire une trajectoire qui corrige un tout petit peu les erreurs qu'il y a eu dans le passé, l'espoir également de faire en sorte que cette thématique de la jeunesse, qui est l'une des thématiques fortes de ce partenariat, puisse apporter des solutions concrètes de part et d'autre du continent. Et je pense aussi que c'est un devoir qui est assumé par le leadership par des deux côtés, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Et le dernier sommet montre également que cette conscience du leadership, à la fois au niveau de l'Union européenne comme de l'Union africaine, est très présente auprès des dirigeants. Donc, quels sont les liens qui existent? Madame Dimoro a parlé de la convention de Lomé qui a été le point de départ. J'aimerais simplement préciser que avant Lomé, parce que je suis camerounais, je tiens à le dire, avant Lomé, il y a eu des conventions de Yaoundé, les deux conventions de Yaoundé. La première qui date de juillet 63 et la deuxième qui a été signée en 1969. C'est elles qui ont précédé Lomé et qui ont permis d'ouvrir ce chemin de coopération qui s'est poursuivi avec l'accord de Cotonou. Le principal, la focale sur cette coopération, c'est le nexus aujourd'hui paix, sécurité, développement. Après, il y a eu progressivement la prise en compte d'un certain nombre de nouveaux événements et l'irruption, par exemple, de la pandémie vient le montrer. L'irruption de nouvelles thématiques comme celle de la transition écologique vient également le montrer. Mais le nexus paix, sécurité, développement est vraiment la base sur laquelle repose fondamentalement cette relation. Et je pense que la dernière réunion de Bruxelles, qui elle-même précède les réunions du Caire, les réunions d'Abidjan, les réunions ministérielles au niveau de Kigali, vient simplement montrer que cette exigence d'une vision commune est très forte, elle est actée aujourd'hui par les deux pays et que cette vision commune repose sur des engagements réciproques. Et là-dessus, je rejoins Mme Dimoro pour dire que dans la communication internationale aujourd'hui, on a le sentiment que la stratégie de diversification des partenariats au niveau des États africains exclut l'Europe. Non, l'Europe est un partenaire historique, stratégique et reste l'un des maillons forts pour l'Afrique dans les relations internationales en termes de partenariat. Je pense que le récent sommet est venu le réaffirmer et ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on regarde la déclaration finale, on va voir que les axes qui ont été indiqués en termes d'axes de travail sont des axes extrêmement pertinents sur les mobilités, sur le partenariat pour lutter définitivement contre la COVID-19 avec des apports massifs en termes de ressources, de financement de la part de l'Union européenne, sur les questions sécuritaires également, qui sont des questions très importantes, qui sont des questions sur lesquelles l'actualité africaine apporte des sujets de préoccupation majeurs. Madame Dimoro a évoqué tout à l'heure les coups d'État en Afrique de l'Ouest. On peut parler du Soudan aussi. Donc, l'effort continu de l'Europe à travers le Fonds pour la paix, à travers les engagements des équipes EUTM disséminées à travers le continent africain, au Sahel, en Centrafrique, au Soudan, c'est très important. Donc, je pense qu'il faut considérer également tout cela. Il y a des nouveaux aspects qui comportent également des engagements intéressants pour ce partenariat, notamment tout ce qui concerne, comme elle l'a dit, la transition écologique, les nouvelles technologies, les mutations, la digitalisation, etc. Et il y a aussi les engagements qui ont été pris sur le financement du relèvement post-Covid par les États africains, notamment tout ce qui va se passer au niveau des droits de tirage qui sont avec le Fonds monétaire international. Donc, je pense que c'est un partenariat qui est ancien, c'est un partenariat qui est en pleine réinvention et c'est un partenariat qui ouvre également aujourd'hui, à partir de ce sommet de Bruxelles, des perspectives extrêmement intéressantes. Merci beaucoup, Dr Poth. C'est vrai que bon, du coup, j'avais une deuxième question un peu sur votre perception des résultats de ce sommet. Donc, je pense que vous avez répondu en partie déjà
à ma question. Cependant, je me demandais encore si quelles étaient un petit peu les conditions, en fait, selon vous, pour que ce nouveau partenariat, ce partenariat renouvelé soit un véritable succès? Est-ce que ces conditions sont, selon vous, déjà réunies ou y a-t-il des conditions supplémentaires pour justement faire en sorte que cette relation entre l'Union africaine et l'Union européenne soit renouvelée sur de nouvelles bases? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je pense qu'au niveau programmatique, il y a de part et d'autre des axes de travail qui sont clairs et des documents qui sont relativement clairs, compatibles à la fois avec les objectifs de développement durable au niveau international. Je pense ici à l'agenda 2063 de l'Union africaine qui est extrêmement clair. Je pense aussi à cette ambition commune à 2030 qui est portée par les deux partenaires. Et comme vous le savez, l'agenda 2063 de l'Union africaine est compatible à 90% à peu près avec les ODD. Donc, on a d'abord la première chose qui, pour moi, est une précondition, c'était de faire en sorte que le niveau de convergence entre les ambitions communes de renouvellement de leur partenariat des deux acteurs et le niveau international, qu'il y ait une forme de cohérence. Et cette cohérence-là a été actée. Ensuite, maintenant, je pense qu'il y avait une ambition de massification des ressources à investir dans le partenariat. Alors, avec le paquet d'investissement, je pense également que là, on commence à toucher réellement la mise en place d'un effort qui va être conséquent par rapport aux défis de l'heure. La troisième chose, me semble-t-il, aujourd'hui, qui est importante pour que tout cela fonctionne, c'est régler tous les problèmes opérationnels qu'il y a qu'on a connus concrètement dans la mise en œuvre des axes de ce partenariat. Vous savez qu'il reste encore dans l'exécution du partenariat d'un État à l'autre ou à l'intérieur même de l'Union africaine, les problèmes de décaissement restent quand même des problèmes réels sur lesquels il faut revenir. Je pense qu'il faut toutes ces questions de non-objection, toutes ces questions, je dirais, mécaniques, bureaucratiques. Je pense qu'il faut trouver aussi le moyen, vraiment de manière durable, de manière concertée, au-delà des grands messes et des déclarations, trouver le moyen de lever tous les goulots d'étranglement opérationnels qui permettent effectivement que les ressources qui sont allouées puissent concrètement aller vers les projets, les programmes qui sont mis en place. Enfin, en quatrième point, je pense que l'une des conditions majeures aussi, c'est le renforcement des capacités des administrations africaines en particulier. Et en cinquième point, le renforcement d'un dialogue permanent au niveau technique entre les structures africaines chargées de conduire ce partenariat et les structures européennes chargées également de conduire ce partenariat. Je pense que si on agit sur ces 5 points-là, reconnaître la cohérence avec les objectifs de développement durable, reconnaître l'effort, la massification qui a été faite, que les décaissements soient concrétisés, et ensuite maintenant au niveau opérationnel, que toute la bureaucratie soit alignée sur la volonté de construire un partenariat durable, stable, effectif, et derrière les questions de gouvernance et les questions d'engagement des administrations de part et d'autre, je pense que si on réussit à mettre en place une dynamique où ces 5 aspects sont pris en charge de manière concrète, on va faire un pas en avant qui va être transformatif pour la relation de manière fondamentale. Merci beaucoup, docteur Pout, pour ces éléments très clairs sur les conditions permettant donc la réussite de ce nouveau partenariat. Je me tourne maintenant vers Jérôme Brunet-Possenti. Merci Jérôme d'être parmi nous. Du coup, j'avais 2 questions, donc un peu plus spécifiques concernant donc la vision française. En effet, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne en janvier 2022. Donc, ce sommet, cette nouvelle relation UE-UA est au cœur des préoccupations de la présidence française actuelle. Est-ce que tu peux revenir sur cette priorité, mais aussi nous en dire un peu plus, davantage sur la continuité en fait entre les différents événements qui ont été organisés
par la France. Je pense notamment à la continuité entre le sommet sur le financement des économies africaines, le sommet Afrique-France qui s'est tenu récemment, fin 2020, et ce sommet UE-UA. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Johanna. Bonsoir à tous. Merci au Cercle Europe de Sciences Po d'organiser cette conférence vraiment très utile et très intéressante de tout point de vue. Peut-être pour revenir sur la question que tu poses, Johanna, et effectivement rappeler que la France a pris la présidence donc, du Conseil de l'Union européenne en janvier et affirmé dès le départ sa volonté de faire monter d'un cran le niveau du partenariat européen entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc, c'est un axe clair et fort de cette PFUE. Le sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu il y a de cela 10 jours, on pourra y revenir évidemment, sera le seul événement co-organisé directement avec des États tiers et une organisation tiers, en l'occurrence l'Union africaine, ce qui symbolise bien et marque bien l'importance de cette relation et de ce moment que nous avons eu l'ambition de construire et de co-construire avec nos partenariats européens et africains. Pour revenir un peu sur la filiation entre la manière dont la France voit cette relation et le point d'aboutissement, qui est aussi un point de départ en somme, qui a constitué le sommet Union européenne-Union africaine, je pense qu'il est utile de revenir au discours de Ouagadougou, délivré par le président de la République en novembre 2017, dans lequel on retrouve en fait à la fois une ambition et les jalons qui sont venus à chaque fois concrétiser et avancer très opérationnellement sur les buts qui avaient été fixés. L'ambition, je pense, elle se décline un peu de trois manières. Autour d'une volonté de rompre avec un logiciel de pensée et d'action qui était fatigué et arrivé au bout de ce qu'il pouvait délivrer, en étant très centré, je pense, sur une logique d'aide au développement. Il y a déjà une terminologie qui accompagne un peu ce logiciel qui avait besoin d'être renouvelé. Le président de la République a vraiment fixé trois grands caps, je dirais, pour refonder le partenariat entre la France et le continent africain, et plus largement entre l'Union européenne et le continent africain, puisque dès le départ, c'était l'ambition. Le premier élément de ce changement de logiciel, c'était d'abord de pouvoir travailler et d'impliquer de nouveaux acteurs qui n'avaient peut-être pas été suffisamment considérés jusqu'à ce stade. On a parlé évidemment, Madame Di Mauro, le docteur Pout l'ont fait, de la jeunesse. C'est évidemment indispensable dans un contexte où on sait que chaque année, 30 millions de jeunes Africains supplémentaires entrent sur le marché du travail. Et il faut évidemment pouvoir leur proposer des opportunités, des solutions, être à leur côté pour construire aussi l'avenir du continent. Donc, il y avait un besoin fort, je pense, d'impliquer davantage la jeunesse, le secteur privé, évidemment, la société civile de manière plus large. Donc, il y avait un vrai travail assumé dès le discours de Ouagadougou pour associer de nouveaux acteurs. Le deuxième axe, je pense, c'était de nouvelles modalités de travail pour aller davantage vers la co-construction. Cesser de faire pour et faire davantage ensemble. Et là, je crois encore que c'est ce qui se reflète vraiment dans le sommet Union européenne-Union africaine, où, comme ça a été dit, on a voulu à la fois co-construire dès le départ l'ensemble des livrables et à l'occasion du sommet, avoir cette logique d'échange autour de tables rondes thématiques, autour de plusieurs grands sujets, la transition énergétique, la santé, le financement des économies, et être certain que les solutions et le paquet d'investissements qui seraient proposés par l'Union européenne et ses États membres correspondraient vraiment directement aux attentes de nos partenaires. Enfin, le troisième changement de paradigme, si je puis dire, c'est la prise en compte de nouveaux sujets. On était il y a encore 5 ans dans une approche très centrée sur des questions de développement dur qui restent évidemment très importantes pour mettre un terme à la pauvreté, pour assurer la réalisation des objectifs du développement durable. Au-delà de ces questions-là, il y a des thèmes de soutien à la formation, d'offres conjointes en matière d'enseignement supérieur, et ça a été réalisé via notamment des campus de formation conjoints entre la France et le Sénégal, par exemple. Ce sera le cas aussi entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait une vraie volonté d'aborder ces nouveaux sujets. On peut penser également à l'entrepreneuriat des femmes, tous ces sujets qui sont en fait véritablement au cœur aussi, nous, des remontées
qui nous sont transmises par nos partenaires africains et qui devaient être abordées. Donc ça, c'est pour l'ambition générale fixée lors du discours de Ouagadougou. Ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est que cette ambition, elle s'est traduite très concrètement par les quelques jalons que tu as évoqués, Johanna, et qui se sont vraiment accélérés avec la survenue de la crise et de la pandémie. Le premier point, c'est évidemment la prise d'initiative européenne pour apporter une réponse immédiate de solidarité face à la crise sanitaire, et ça a été le cas avec la mise en place à l'initiative de la Commission européenne et avec le soutien de la France, notamment de l'initiative ACT-A, qui a permis de financer rapidement l'achat et la livraison de vaccins au profit de nos partenaires africains. Et le sommet a été à cet égard l'occasion de rappeler que l'Union européenne restait le premier contributeur en termes de dons de vaccins au continent, avec une promesse de dons de 450 millions de doses et 150 millions de doses déjà livrées sur le terrain. Je pense aussi évidemment aux questions de financement des économies africaines. Ça a été évoqué par le docteur Pout comme l'un des points d'attention majeurs de nos partenaires. Et à cet égard, le président de la République a pris l'initiative, donc en mai 2021, d'organiser un sommet dédié au financement des économies africaines, afin d'une part de prendre acte de ce véritable besoin d'oxygène et d'appui budgétaire dans un contexte de crise extrêmement compliqué. Et on se souvient que la Banque mondiale estimait l'an dernier le besoin de financement entre 2020 et 2025 pour le continent africain de l'ordre de 300 milliards de dollars, ce qui est vraiment significatif. Ce sommet sur le financement des économies africaines, il a précisément permis de montrer que l'Union européenne, la France et ses partenaires européens étaient au rendez-vous à la fois sur les questions de mobilisation d'appui budgétaire, et ça a permis de consolider cette cible de 100 milliards de dollars de soutien aux pays les plus vulnérables et en priorité au continent africain, qui ensuite a été reprise par le G7 et le G20 et qu'on s'efforce effectivement d'atteindre grâce aux réallocations de droits de tirage spéciaux. Cela a permis également de mettre une vraie focale sur le secteur privé africain et sur le financement des PME africaines. Et là encore, la Commission a été au rendez-vous avec la mise au point d'une initiative dédiée au financement des jeunes entreprises africaines qui doit permettre de mobiliser les bons outils de financement, qu'il s'agisse d'equity, de venture debt, pour accompagner cette transformation du secteur privé africain. Voilà, on pourrait parler également des infrastructures. Donc, il y a eu ce vrai temps de réflexion sur le sommet du financement des économies africaines qui a été essentiel. L'autre temps plus français de cette construction jusqu'au sommet UEUA, c'est le nouveau sommet Afrique-France d'octobre dernier, qui était, lui, plus focalisé sur les questions de soutien et de coopération avec la société civile, avec la jeunesse. Et à cette occasion, le président de la République a eu l'occasion de s'adresser directement à la jeunesse africaine afin de mettre en valeur et d'explorer des sujets comme le financement de la démocratie, la mise en valeur des mondes africains et diasporiques, encore une fois le secteur privé africain, tous ces sujets qui en fait font vraiment la différence aussi au niveau des populations et des citoyens africains. Tout ça nous a amené en fait voilà au sommet UEUA, qui est vraiment un point d'aboutissement, comme ça a été dit par Madame Di Mauro, qui couvre l'intégralité du périmètre de la relation UEUA, à la fois sur les questions de prospérité, et je pense qu'on pourra y revenir, qui sont vraiment très importantes, mais également sur les aspects de paix et de sécurité et de mobilité positive, puisque là aussi, on sait l'appétit qu'il y a des deux côtés, l'intérêt qu'il y a côté européen et africain à construire une vraie stratégie d'intégration de l'enseignement supérieur, de la recherche, puisqu'il y a derrière l'idée de pouvoir construire un socle de société civile euro-africaine. Donc voilà un peu quel est le fil qui nous a conduit jusqu'au sommet. Ça a évidemment impliqué aussi côté français un certain nombre de remises aux questions, et là je ne reviens pas dans le détail évidemment sur les sujets qu'on connaît, qu'il s'agisse de la réforme en profondeur du franc CFA, la question de la restitution des œuvres d'art. Je pense qu'un des éléments qui a permis d'avancer et de concrétiser cette ambition, c'est aussi une forme de transparence et de volonté à aborder tous les sujets, même les plus difficiles. Et ça, je pense que côté français, mais côté européen également, ça a été fait en toute franchise, en tout cas avec la plus grande franchise possible, pour que ce nouveau partenariat se fonde sur des bases saines et partagées.
Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention très claire. Et du coup, j'enchaîne avec ma seconde question. Donc, je pense vraiment dans la continuité de ce que tu disais et de ce renouvellement. J'aurais souhaité que tu nous en dises plus justement sur la question de la souveraineté pour le continent, qui a été largement promue par la France. Et que Madame Di Mauro voilà, mentionné également tout à l'heure et qui a notamment été développé autour de quelques projets emblématiques concernant la transition énergétique, la sécurité alimentaire, les systèmes de santé. Pourrais-tu nous en dire plus sur cette notion et sur sa promotion? Merci. On a évoqué, et ça a été fait par Madame Di Mauro et Christian Pout, l'environnement concurrentiel très très fort dans lequel s'inscrit la relation et le partenariat de l'Union européenne avec le continent africain. On sait que voilà, il y a de nombreux partenaires émergents, la Chine notamment, mais pas seulement, qui sont très très présentes sur le continent africain et qui ont évidemment l'ambition d'afficher les efforts qu'ils fournissent. La principale valeur ajoutée, je pense, de notre partenariat, du partenariat européen et africain, c'est justement cette question de la souveraineté. Et c'est pour ça qu'à l'occasion du sommet UA, on a eu la volonté collectivement de démontrer que ce que l'Europe mettait sur la table avait vocation non seulement évidemment à avancer sur les questions de développement et de richesse collective, de prospérité conjointe, mais surtout de mettre les partenaires africains en mesure de faire leurs propres choix et d'être dans une situation de pleine souveraineté, là où d'autres offres ou d'autres propositions de partenariat ont davantage tendance à créer des situations de dépendance qui sont moins positives. Cette logique de souveraineté, qui était également centrale dans le discours et dans les attentes de nos partenaires, elle s'est exprimée à l'occasion du sommet, effectivement, à travers plusieurs grandes initiatives thématiques, notamment sur le volet prospérité, couvert par le paquet d'investissement de 150 milliards d'euros de l'équipe Europe. On pense évidemment d'abord à la souveraineté sanitaire. On en a parlé, l'Union européenne a été vraiment aux premières loges quand il s'est agi d'accompagner le continent africain en termes de solidarité vaccinale. Et au-delà de cette question de la solidarité vaccinale, il y a aussi la volonté côté européen de changer de logiciel et de permettre aux partenaires africains d'être en mesure de produire leurs propres vaccins. C'est le sens du soutien européen amené à l'initiative de l'OMS pour le transfert de technologies sur les vaccins ARN messagers. Donc ça, c'est un chantier qui suit son cours, sur lequel l'équipe Europe est pleinement investie. Il y a évidemment une question de renforcement des systèmes de santé qui est également très importante, puisqu'on s'en rend compte aujourd'hui après 2 ans de crise sanitaire. Le premier rempart face aux crises, c'est d'abord des systèmes de santé solides. Et c'est pour ça que, à l'occasion du sommet, nos partenaires africains ont été très attentifs à ce que l'Union européenne s'engage aussi sur les questions de renforcement de l'écosystème institutionnel, de formation. Et ça sera fait à travers une coopération ciblée, notamment au bénéfice de la future agence africaine du médicament, qui participera vraiment de cet écosystème-là. Donc voilà, il y a eu vraiment tout un panel et une palette d'actions mises en avant sur cette question de la souveraineté sanitaire. Sur la transition énergétique, je pense que c'est également très important. On a parlé du pacte vert et de la nécessité d'accompagner nos partenaires africains. Là encore, la France a vraiment été très attentive autour de l'initiative lancée, notamment avec la Commission européenne, la présidence de l'Union africaine sénégalaise et la présidence de la COP27 égyptienne, de mettre sur le papier une ambition commune pour des transitions énergétiques justes qui mettent en vis-à-vis à la fois évidemment les ambitions de nos partenaires africains en termes de décarbonation des économies, de réduction des émissions, et surtout ce qu'on appelle un peu les game changers, c'est-à-dire à la fois les éléments de financement, les éléments techniques et les transferts de technologies qui demain permettront aux partenaires africains d'être pleinement souverains sur la transition énergétique qu'ils souhaitent enclencher en lien avec leurs ambitions. Peut-être deux derniers points qui sont vraiment centraux sur cette question de
de la souveraineté. Le premier, c'est évidemment celle de la question des infrastructures de qualité. Et là encore, on sait que c'est un enjeu central à la fois pour des stratégies de croissance et de développement durable. L'Union européenne, évidemment, a un réel atout à faire valoir avec la stratégie Global Gateway. Et je pense que le sommet a permis d'affirmer cette ambition, y compris en affichant un vrai choc de simplification dans la capacité à avoir recours à l'offre de financement européenne et la concertation des agences de développement européennes, grâce notamment aux délégations de l'Union européenne qui, sur le terrain, joueront un vrai rôle de coordination et de tour de table des bailleurs. Ça, je pense que c'était vraiment très attendu de la part de nos partenaires africains. Et ça reste un chantier à mener autour des grandes priorités stratégiques identifiées sur les transports, les corridors stratégiques, l'énergie et les infrastructures numériques, qui, on le sait, renvoient évidemment à des questions de modèles très importantes. Donc, ce sujet infrastructure, évidemment, essentiel. Et un dernier exemple, peut-être une dernière illustration, qui est la question de la souveraineté alimentaire. Et là encore, on sait que c'est un sujet sur lequel on revient un peu de loin dans un contexte d'accélération de la libéralisation des échanges au cours des dernières décennies. Il y a une véritable demande et un véritable souhait du côté africain d'être plus souverain sur ces questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et la Commission européenne s'est engagée sur la question de la transition vers des systèmes alimentaires durables autour de quelques cultures et des filières clés, notamment celle des protéines végétales, qui représentent un véritable atout pour le développement économique et la sécurité alimentaire de nos partenaires. On voit quelques chantiers qui, évidemment, restent à concrétiser, mais qui illustrent bien cet appétit de davantage de souveraineté. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, bon, c'est vrai qu'on s'était dit que l'événement, qu'on essaierait de ne pas trop dépasser l'heure pour l'événement. Donc, je vais me tourner vers Florent, voir s'il y a une ou deux questions que nous pourrions prendre et auxquelles nos panélistes pourraient répondre avant de faire une conclusion. Merci beaucoup, Florent. Merci, Johanna. Deux questions. Effectivement, j'espère que vous m'entendez bien et que parfait. Deux questions, effectivement. La première d'Éric, qui nous dit en substance, effectivement, les entreprises européennes ont-elles les mêmes cartes que leurs concurrentes? J'imagine, notamment par rapport à la concurrence chinoise, en fait, ou autre. Est-ce qu'on a les mêmes degrés d'exigence, etc. Et la deuxième question qui est liée de Christian, qui nous demande en fait si les exigences démocratiques qu'on invoquait autrefois, ce qu'on appelait la conditionnalité démocratique, c'est-à-dire le fait d'obtenir un certain nombre de biens contre finalement une réforme de la démocratie de l'état de droit, sont encore d'actualité. Voilà pour les deux questions. Et on peut laisser effectivement Francesca, Christian et Jérôme intervenir pour y répondre selon celui qui souhaite commencer. Je peux bien commencer, mais comme vous dites, Johanna, oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y, non, merci. Non, j'avais vu justement les questions. Merci. Oui, bon, c'est clair. Hein, donc, secteur privé, un petit peu, ça fait partie vraiment des dialogues qu'on a de plus en plus quand on va dans les pays et nos délégations s'organisent aussi dans chacun des pays. Autour en fait d'un dialogue avec le secteur privé, qu'il soit européen ou local, mais en tout cas nous essayons aussi de plus en plus en fait d'amener cette question au sein de notre dialogue avec les autorités. Donc nous essayons de regrouper, disons, le secteur privé européen. Dans plusieurs pays, il y a des chambres de commerce qui s'organisent. Et là, l'idée, c'est qu'elle nous fasse, elle nous ramène un peu à notre attention tous les différents obstacles, justement par rapport à cette fameuse level playing field. Est-ce que nous avons les mêmes accès? Mais même, en fait, dans certains pays, moi, je l'ai vu, même entre, je veux dire, les entreprises locales, entre les petites entreprises et les grandes entreprises, ce n'est pas, la concurrence n'est pas toujours actée.
Bon, nous, ce que nous essayons évidemment d'amener aussi comme message, c'est la durabilité, la soutenabilité d'un modèle voilà, de secteur privé qui va respecter les normes environnementales, sociales, économiques et financières. Et c'est là où je pense que disons, le dialogue avec justement la société civile, la jeunesse, est vraiment un atout parce que c'est là aussi où on va retrouver ces mêmes envies en fait disons d'économie durable, d'économie qui soit juste, qui soit inclusive. Et donc, voilà, avec des alliances, je dirais même avec la société civile, on peut faire un petit peu bouger les choses. Après, je pense qu'on a une question de base qu'on doit regarder, nous, dans nos procédures et le fait que quand voilà, nous avons des financements européens pour des infrastructures, voilà, ce n'est pas non plus normal d'utiliser essentiellement des entreprises non européennes ou non locales. Voilà, je pense que là, on a quand même un enjeu et un défi à relever. Sur la question de la démocratie, peut-être que, oui, le collègue voudra intervenir aussi du MAE, mais Jérôme, mais il faut quand même regarder que dans la déclaration finale du sommet, qui est courte, comme on a dit, les 6 pages dans lesquelles on déroule, disons, les thématiques, mais la question de la gouvernance, du respect démocratique, du respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance et de l'état de droit, elle est complètement au début, c'est-à-dire elle fait partie, c'est vraiment le socle du partenariat. Donc, par le passé, on aurait pu trouver la good governance, la bonne gouvernance comme un des secteurs, disons, d'intervention. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment à la base et c'est un peu la base du partenariat. Donc, je ne dirais pas du tout que nous avons délaissé voilà, ces aspects-là de démocratie. Et je peux vous dire, avec la question maintenant, évidemment, de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'autres parties d'Afrique où il y a des coups d'État, je pense que nous réagissons très fermement en ligne avec les organisations régionales des sous-régions différentes qui sont là aussi pour, voilà, pour faire quand même respecter l'état de droit. Merci. Merci beaucoup, Madame Di Mauro. Est-ce que les autres panélistes souhaiteraient intervenir? Oui, volontiers. Merci, merci beaucoup, Johanna. Je me permets de compléter les très bons éléments de réponse donnés par Madame Di Mauro. D'abord, sur la question des entreprises européennes, je pense que c'est une très, très bonne question, dans la mesure où on sait qu'on fait effectivement face, notamment sur le plan du financement des infrastructures, à des offres concurrentes qui sont très bien structurées, qui sont capables de proposer rapidement des offres de bout en bout. On a certainement encore des efforts à faire entre Européens pour voilà, déployer je dirais en fait de véritables propositions de diplomatie économique européenne, d'être en capacité de faire travailler les entreprises européennes davantage pour avoir cette logique de bout en bout et très certainement voilà, avoir une réflexion de fond aussi sur les règles d'attribution des marchés, notamment dans le cadre des appels à projets sur les garanties du budget de l'Union européenne, qui sont, on le sait, en partie contraintes par évidemment les règles de concurrence. Et sur cet aspect-là, voilà, je pense qu'effectivement, c'est la direction, nous, en tout cas, qu'on souhaite prendre et à laquelle on souhaite travailler, d'être en capacité aussi sur le volet secteur privé de travailler et de réfléchir avec cette logique équipe Europe. Sur la question de la conditionnalité démocratique, Francesca a dit l'essentiel, c'est effectivement le socle de la déclaration adoptée lors du sommet. On sait pour autant que c'est évidemment une réflexion qui est parfois difficile à mettre en pratique et les récents exemples le montrent encore. Je pense qu'il faut mettre cette question du respect, de la promotion de la démocratie en vis-à-vis avec l'évolution et les difficultés que peut traverser ce modèle, y compris chez nous. Donc, il y a un vrai effort à faire aussi de probité et d'exemplarité pour montrer que nous-mêmes, côté européen, on est capable de se remettre en question, de réinventer le modèle démocratique et d'avoir un échange et une discussion avec nos partenaires africains sur ces nouvelles modalités d'expression de la démocratie. Mais en tout état de cause, voilà, ça reste la pierre cardinale un peu de cette relation et de ce nouveau partenariat qu'on a l'ambition de construire.
Merci Jérôme. Docteur Pout, est-ce que vous souhaiteriez… Oui, deux mots rapidement sur chacun des sujets. Moi, je pense que à l'observation sur le terrain, la relation au niveau du secteur privé reste très forte entre entreprises européennes et entreprises africaines. Je crois qu'il y a là quelque chose qui profite de l'histoire entre les deux régions. Et malheureusement, j'ai le sentiment que d'autres pays, notamment la Chine, viennent en réalité profiter du terrain favorable qui a été construit par un long investissement de l'Union européenne. Je pense par exemple à tous les efforts qui ont été faits pour promouvoir la concurrence dans les États africains, en mettant en place, en soutenant la mise en place des commissions nationales de concurrence, en soutenant la mise en place des cadres dans lesquels on travaille à l'amélioration du climat des affaires, en soutenant notamment aussi les questions de mise en niveau des entreprises, notamment dans le contexte de la mise en place des accords de partenariat économique. Je pense que là, il y a quelque chose, effectivement, comme le disait le collègue du Quai d'Orsay, il y a quelque chose qu'il faut approfondir, il y a quelque chose qu'il faut redécouvrir, il y a quelque chose qu'il faut se réapproprier dans le dialogue, dans l'ouverture, dans le partage. Là-dessus, j'aimerais terminer en indiquant un autre élément qui me semble fondamental, c'est vraiment la question de l'accompagnement pour l'émergence d'un véritable secteur privé africain. Je pense qu'il y a encore là des choses à faire pour que dans toutes les grandes régions d'Afrique, les champions puissent émerger dans les différents secteurs. Et là, je pense qu'il y a un axe d'investissement, il y a un axe d'engagement qui pourrait être vraiment un chemin à arpenter pour les deux régions. Évidemment, sur la question de la démocratie, je pense qu'après 30 ans ou bientôt 30, 40 ans d'investissement sur la nécessité de rendre l'exercice démocratique parfait sur le continent africain, ce n'est pas nécessaire qu'à chaque fois on revienne là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des valeurs communes et pour les deux continents. Je pense qu'il n'y a pas un seul pays africain aujourd'hui dans lequel on estime que la démocratie n'est pas un système qui permet de construire une société stable, inclusive et durable. Je pense vraiment que c'est un acquis de cette relation et qu'il n'est pas nécessaire de retomber dans le paternalisme qu'on a connu dans des périodes aujourd'hui révolues. C'est dans le dialogue, c'est dans le respect mutuel, c'est dans la concertation permanente et dans la mobilisation des acteurs de la société civile, de la jeunesse, des femmes, que l'on va asseoir effectivement la démocratie sur le continent africain. Merci beaucoup, Dr Pout. Florent, je vois qu'il y a une dernière question. Alors, je me tourne vers Alessandra, mais je pense qu'on peut rester encore oui, pas de problème. 10 petites minutes voilà, en ligne. Florent, je te laisse peut-être prendre la question. C'était en quelque sorte un droit de suite, voilà. Oui. D'Éric, de savoir en fait par rapport au financement d'infrastructures de qualité, comment l'UE assurera-t-elle que ce ne sera pas pour financer des projets réalisés par des entreprises non européennes ou nationales, voilà. Donc notamment les entreprises chinoises. Oui. Je pense que j'ai évoqué déjà oui. la question, je pense. Oui, c'est peut-être une suite, mais absolument, non, c'est quelque chose qu'on va regarder de près. Tout en sachant qu'évidemment, nous avons déjà, disons, nous essayons de faire respecter certains standards minimums, mais après, voilà, dans nos procédures, il faut qu'on regarde de plus près, disons, le facteur prix. Et est-ce que le facteur prix est suffisant ou pas au-delà des autres standards? Donc, quelque chose qu'on doit regarder. Merci beaucoup, Madame Di Mauro. Du coup, je pense qu'on peut passer un peu au temps des conclusions. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions. Merci pour les questions dans le chat et merci à Florent pour les avoir gérées. J'aurais souhaité un peu vous tourner du coup la parole pour une dernière minute chacun. Voilà, pour que vous nous fassiez part un peu de vos idées, de votre vision, de votre perspective et des enjeux un peu les plus importants que vous souhaiteriez mettre en avant au moment où nous sommes maintenant dans le contexte de ce renouveau du partenariat UE-UA. Merci. En commençant par Madame Di Mauro. Okay. D'accord. Non, mais très rapidement, peut-être dire que sur le suivi du sommet, je pense que ça va être extrêmement important justement
de ne pas se dire qu'on va se revoir d'ici 2 ans et on va voir ce qui s'est passé. Non, l'idée, c'est vraiment de faire un suivi rapproché. C'était même dit dans les déclarations finales, à voir maintenant quel va être le mécanisme, mais tous les 6 mois, en tout cas tous les ans, voilà, on veut vraiment regarder, et aussi la mise en œuvre, comme ça a été évoqué tout à l'heure par rapport aux procédures et la mise en œuvre. Oui, on va essayer vraiment de faire ça de façon beaucoup plus efficace et rapide. Et l'autre élément peut-être qui n'a pas trop été évoqué, mais je pense que c'est important dans le partenariat, c'est toute cette dimension sur le multilatéralisme. Et le fait qu'il faut vraiment se rappeler que l'Union européenne, l'Union africaine, ensemble, nous sommes vraiment un énorme bloc dans tout ce qui est des organisations internationales, les Nations unies. Aujourd'hui, encore plus que jamais, je dirais, au vu du contexte de l'actualité, je pense que c'est important de parler aussi de cet alignement et de cette volonté d'œuvrer pour un ordre mondial, global, qui soit en tout cas dirigé vers la paix et le bien-être des personnes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Pout. Oui, merci. Moi, en termes de conclusion, évidemment, je fais mienne le dernier point qu'a évoqué Mme Di Mauro sur l'importance pour l'Union européenne et l'Union africaine, 54 États d'un côté, 28 de l'autre, de travailler ensemble dans toutes les enceintes multilatérales pour faire pousser surtout les valeurs communes. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une crise politique et morale au niveau international. Et donc, l'idée d'avoir un socle de pays qui partagent des valeurs communes et qui sont prêts de manière sans équivoque à se lever pour les défendre dans la conjoncture actuelle, comme dans d'autres conjonctures critiques qui vont certainement arriver dans les mois, semaines à venir. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister en termes de mécanisme de suivi par rapport au sommet qui vient de se tenir, c'est de rappeler que nous devons constamment avoir à l'esprit le vertige démographique du continent africain. Parce que si on perd cela de vue, je pense qu'à un moment donné, on perd également de vue le sentiment d'urgence qu'il y a par rapport à la mise en œuvre de cette ambition d'aider l'Afrique à rapidement rejoindre le train de l'émergence au niveau global. Je pense qu'il faut garder présent à l'esprit ce vertige démographique dans lequel l'Afrique est, avec 1,5 milliard d'habitants de la planète en 2030 qui seront africains, avec 2 milliards d'habitants de la planète en 2050 qui seront africains, donc plus que la Chine, plus que l'Inde. Il y a donc là quelque chose à faire qui me semble fondamental et à garder présent à l'esprit tous les jours. Il y aura 77% des personnes en âge de travailler dans le monde en l'an 2040 qui seront des Africains, alors qu'en Europe, cette catégorie de personnes va diminuer de 9%. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose vraiment qui doit nous inciter à agir de manière urgente pour casser toutes les barrières bureaucratiques et mettre en œuvre de façon accélérée les priorités qui ont été identifiées dans ce partenariat. Voilà ce par quoi je voulais terminer, en remerciant encore votre cercle de nous avoir donné l'opportunité de cet échange et en remerciant mes deux copanélistes pour leur contribution. Et vous-même, madame, pour votre excellente modération. Merci beaucoup, Dr Pout. Et du coup, je me tourne vers Jérôme Poney-Possanti pour le mot de la fin du côté de la France. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Johanna, et lourde charge donc, qui me revient. Non, je rejoins évidemment ce qui a été dit par Francesca et par le Dr Pout concernant le suivi et la mise en œuvre des projets, des initiatives annoncées lors du sommet. Je pense que l'Union européenne a réalisé un véritable saut quantitatif et qualitatif qu'il faut poursuivre afin de montrer que le Global Gateway délivre. On a des initiatives très concrètes qui peuvent vraiment changer le mode de vie et le niveau de développement des partenaires et de leur population. Je pense qu'il faut qu'on arrive à continuer cette logique de démonstration et montrer qu'on arrive à financer les PME, qu'on arrive à accompagner les petits producteurs agricoles, à montrer et à donner des preuves de réalisation. L'autre volet qui, à mon avis, est absolument essentiel de développer en phase avec cette logique-là, c'est celui de la construction d'une société civile euro-africaine. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de champs à explorer, notamment autour de la question des mobilités croisées entre nos continents, et notamment les mobilités et les volontariats civiques
On sait qu'il y a de nombreux dispositifs qui existent de part et d'autre, côté européen, côté africain. C'est typiquement le genre de mécanisme et de dispositif qu'on doit utiliser davantage pour mettre les jeunesses des deux continents au service et en soutien de grandes causes communes, qu'il s'agisse de la transition climatique et énergétique, de la santé, de la transition numérique. Et je pense que ça fait partie des directions auxquelles il faut qu'on continue de travailler collectivement. Merci beaucoup, Jérôme, et vraiment merci à tous pour vos contributions très claires, très riches. Je pense que nous sommes tous beaucoup plus clairs sur les résultats de ce sommet, sur la compréhension et les perceptions de part et d'autre des enjeux de cette relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous remercier encore une fois pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et oui, aux copanélistes aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Joanna. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.